Alors bonjour à tous, nous allons donc continuer la série de vidéos sur la partie 7 qui traite du système immunitaire et de la défense de l'organisme. Donc nous allons commencer le chapitre 7.3 sur la grippe. Alors comme à chaque fois en début de chaque chapitre, je vais donner ici les capacités exigibles au baccalauréat. Donc il y en a quand même beaucoup. Vous devez être capable de citer les principaux symptômes de la grippe en lien avec la voie de contamination du virus de la grippe et ses cellules cibles. Présenter les différentes défenses cutanéo-muqueuses, donc connaître leur nom et leur rôle. Relier les phénomènes vasculaires et cellulaires aux 4 symptômes de la réaction inflammatoire. Donc on verra les 4 symptômes et on verra à l'aide de chaque schéma donc les phénomènes vasculaires et les phénomènes cellulaires. Présenter le rôle et le mécanisme de la phagocytose. Présenter l'activation spécifique des lymphocytes B, leur multiplication, ce qu'on appelle l'amplification clonale, et leur différenciation en plasmocytes. De être capable de comparer l'ultrastructure des lymphocytes B et des plasmocytes et insister sur ce qu'ils changent. Relier l'ultrastructure des plasmocytes à leur fonction. Présenter l'activation spécifique des lymphocytes T8, leur multiplication, leur différenciation en lymphocytes T cytotoxiques. Montrer le rôle des lymphocytes T cytotoxiques dans la cytolyse. Présenter l'activation spécifique des lymphocytes T4, leur multiplication et leur différenciation. Montrer le rôle central des lymphocytes T auxiliaires dans l'activation des réponses humorales et cellulaires. Caractériser les réponses primaires et secondaires, les relier au principe de la vaccination. Mettre en relation variabilité du virus, de la grippe et vaccination annuelle. Analyser des résultats de NFS, de recherche des marqueurs de l'inflammation, de sérodiagnostic. Voilà, donc une grande liste au niveau des capacités exigibles au baccalauréat. C'est vraiment un gros chapitre très dense. Alors avant de commencer, on va surtout insister sur la différence entre une endémie, une épidémie et une pandémie. Donc vous avez ici en fait un petit panneau qui vous indique que ce sont vraiment trois phénomènes différents, trois notions différentes, avec ici une représentation avec le globe. Et vous avez dans votre cours la définition de chaque notion. Tout d'abord, l'endémie, c'est la persistance d'une maladie dans une région donnée. L'épidémie, c'est le développement et la propagation rapide d'une maladie contagieuse au sein d'une population dans plusieurs régions ou plusieurs pays. Donc là, on voit ici en Amérique du Sud. Et enfin, la pandémie, c'est une épidémie mondiale. Alors, il faut savoir justement que la grippe est une infection virale saisonnière qui est très contagieuse. Les personnes qui sont saines mettent en œuvre des réponses immunitaires adaptées qui vont leur permettre de lutter contre le virus. Par contre, les personnes fragiles, donc les personnes âgées ou les personnes affaiblies, peuvent développer des complications graves, voire mortelles. Donc justement, ces personnes, on leur conseille de se faire vacciner tous les ans. On expliquera d'ailleurs pourquoi l'intérêt de se faire vacciner tous les ans. Alors, première chose à savoir, c'est connaître le génome du virus de la grippe. Donc, sur votre cours, vous avez donc le document 1 qui est intitulé Schéma de la structure du virus de la grippe. C'est un schéma à savoir annoter. Donc, tout d'abord, on voit ici que c'est un virus enveloppé. Donc, en bleu, on a donc l'enveloppe. Donc là, c'est noté ici bicouche lipidique. La partie bleue, on voit bien comme la membrane plasmique, 2 couches de phospholipides. On a des protéines membranaires qui sont en rose ici, les neuraminidase. Et les plus nombreuses, c'est les hémagglutines. Donc neuraminidase, c'est Na, et hémagglutine, Ha. L'ensemble de la bicouche plus les 2 protéines membranaires, on parle donc d'enveloppe. Ensuite, on a une partie M qui est une partie interne de l'enveloppe. Donc en fait, toute la partie qui entoure la nucléocapside est appelée enveloppe. Donc ça, on l'avait déjà vu. Ensuite, à l'intérieur donc du virus, on a des molécules d'ARN virales. Donc là, on a 8 molécules d'ARN, simple brun, et on voit autour qu'il y a une protéine. Cette protéine forme la capside. Donc là, en fait, les molécules d'ARN avec les protéines tout autour forment la nucléocapside. Donc le terme qui est ici. On voit donc ici que le virus
de la grippe est un virus à ARN. Et si vous vous souvenez, on le classe donc dans les rétrovirus. Et donc il est formé d'une enveloppe avec surtout 2 protéines d'enveloppe très importantes, on verra, au niveau du système immunitaire. Donc là, si on complète, le virus de la grippe, qui est appelé influenzae, est un virus à ARN. Donc je répète, 8 molécules d'ARN simple brin dans un seul virus. Et comme tous les virus, on l'a déjà vu, il doit entrer dans sa cellule cible pour pouvoir se multiplier. Donc souvenez-vous, il n'a pas de vie autonome, il est obligé de parasiter sa cellule cible. On dit que c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Alors, dans le chapitre sur la grippe, on va voir justement l'immunité innée. Donc justement, la grippe sera le contexte utilisé pour justement parler d'immunité. Alors, on va commencer par les principaux symptômes de la grippe. Alors, il faut absolument les connaître, d'accord? C'est très important. Donc, les plus fréquents, puisqu'il y en a d'autres évidemment selon les individus, mais les plus fréquents qui permettent justement de déjà orienter vers la grippe, tout d'abord, nous avons la forte fièvre. On est autour de 39 voire 40 degrés. Ensuite, la personne a des frissons. Elle a une fatigue intense, vous vous souvenez, ça veut dire absence de force, on dit que c'est en asthénie. La personne, le patient, a une sensation d'abattement et surtout une perte d'appétit. Il y a également des douleurs musculaires, on parle de courbatures. Si on veut être plus précis au niveau des termes, on parle de myalgie. Myo pour muscle et algie pour douleur. Et on a également des douleurs articulaires, donc des arthralgies. Alors qui sont diffuses, donc au niveau des jambes, des bras, donc on n'est vraiment pas bien. On a également des maux de tête qu'on appelle des céphalées. Voilà donc les 5 principaux signes, donc les symptômes de la grippe. Ce sont les signes les plus fréquents. Et enfin, on a une toux qui est sèche et également douloureuse, puisqu'à la fin, à force de tousser, on a donc une irritation au niveau de la gorge. Voilà donc ces symptômes qui sont à connaître. C'est pour ça que j'ai mis ici une barre rouge sur la marge à gauche. Alors, on va maintenant s'intéresser aux différentes défenses cutanéo-muqueuses, c'est-à-dire les premières défenses au contact du virus, qui nous permet de combattre en première ligne ce virus. Alors, les barrières cutanéo-muqueuses, vous devez déjà apprendre cette expression-là et on va voir que barrière, ça veut dire qui ne laisse pas passer, cutanéo, ça vient de peau, et muqueuse, c'est donc la muqueuse. Donc des cellules qui sont vraiment dans les parties internes de l'appareil respiratoire. Donc il faut savoir que ces barrières sont présentes chez tous les individus. C'est pour ça qu'on les classe dans les barrières naturelles. Et ces barrières vont protéger l'organisme contre les agents pathogènes du milieu environnant. Et donc c'est vraiment la première ligne de défense. Alors, on va faire la liste. La première barrière cutané-muqueuse, donc c'est la peau, donc qui fait vraiment 1,7 mètre carré, donc c'est vraiment l'organe le plus important de l'organisme. On a évidemment pour le virus de la grippe les muqueuses des voies aériennes, puisque là c'est un virus qu'on peut respirer. On a les muqueuses du tube digestif, donc toutes les muqueuses de ces organes internes. Et enfin les muqueuses des voies génitales qui concernent évidemment ici d'autres virus. Donc vous devez connaître les barrières naturelles cutanéo-muqueuses, donc ici les 4 qui existent dans le corps humain. Donc évidemment, après, il faut adapter en fonction du virus dont on parle. Alors dans le cas de la grippe, justement, la barrière qui est concernée, c'est la muqueuse des voies respiratoires supérieures, notamment au niveau de la trachée. Et donc cette muqueuse va empêcher normalement l'entrée du virus dans l'organisme. On va voir justement comment. Alors justement, dans le document 2, vous avez la structure de la muqueuse trachéale. Donc là, on a les cellules qui forment l'épithélium trachéal. On a ici donc le micro-organisme, alors on en a tout le temps, on les respire évidemment, donc on en a toujours qui sont présents au niveau de la muqueuse. Ensuite, on a des cellules ici particulières qui ont des petites bulles bleues à l'intérieur, ce sont des cellules qui sécrètent le mucus, et le mucus est représenté ici par cette bulle bleue, qui va donc ensuite être sécrété à l'extérieur du côté de la lumière de la trachée. Donc cette couche bleue, c'est du mucus. Alors en plus d'avoir du mucus qui piège les agents pathogènes, ensuite il faut évacuer ce mucus qui est justement rempli d'agents pathogènes. Ce rôle est fait par les cellules ciliées
qui possèdent justement à leur surface des cils qui vont donc avoir un mouvement de battement. Et ce mouvement de battement va permettre d'évacuer le mucus pour justement évacuer les agents pathogènes. Ainsi, ils ne peuvent pas progresser dans l'arbre de la trachée, on va dire de l'arbre bronchique au niveau des poumons. Alors, il faut connaître justement les 3 types de protection qu'apportent ces barrières. Donc l'objectif, c'est d'empêcher la pénétration des micro-organismes pathogènes dans l'organisme. Donc vous avez un tableau qui reprend en fait les 3 types de protection selon la barrière soit cutanée, donc ici la peau, soit la barrière muqueuse ici. Alors au niveau du tissu, au niveau de la peau, la première protection, c'est que le tissu épithélial de la peau est pluristratifié. Alors on l'a vu en première, c'est un tissu épithélial déjà où les cellules sont jointives, donc ça c'est très important puisque rien ne peut passer entre les cellules. Et en plus, ce tissu est formé de plusieurs couches de cellules. Donc là c'est très difficile évidemment de passer au travers, il faut une lésion, c'est-à-dire que la peau doit être coupée pour avoir une entrée d'agents pathogènes. Au niveau de la muqueuse, on l'a vu, il y a présence de cils qui vont battre et éliminer donc le mucus qui lui a piégé les agents pathogènes. Donc là c'est le battement de cils, l'évacuation de mucus, la barrière justement pluristratifiée du tissu épithélial. On parle de protection mécanique. Ensuite au niveau de la peau, on a la sueur qui apporte un pH acide au niveau de la surface de la peau, le sébum. Donc c'est justement des sécrétions au niveau de la peau qui va former un film imperméable. Et au niveau des muqueuses, il y a la présence de lysozymes, qui sont en fait des enzymes qui vont détruire certaines bactéries. Donc on les retrouve au niveau de la salive, au niveau des larmes, et au niveau du vagin et au niveau gastrique, on a également un pH très acide. Donc là, le fait d'avoir un pH acide, avoir une protection par un film ou des enzymes qui vont dégrader certaines molécules, ici, c'est la protection chimique. Donc ça se fait grâce à la sécrétion de molécules. Et enfin, dans la peau et sur la peau et au niveau des muqueuses, on précisera et on l'a déjà vu en première, il y a ce qu'on appelle une flore commensale. Ce sont des bactéries qui ne sont pas non pathogènes, c'est-à-dire qu'elles sont bénéfiques pour nous. Et justement, comme elles vont occuper l'espace au niveau de la peau et occuper l'espace au niveau notamment de notre intestin grêle, les bactéries pathogènes ne pourront pas se fixer sur ces muqueuses et s'y développer. Donc là, c'est une protection biologique. Donc il est très important de connaître le nom de ces 3 protections et d'en donner une application, un exemple. D'accord? Donc vous prenez l'exemple que vous souhaitez pour pouvoir argumenter votre réponse. Alors maintenant, on va s'intéresser à la réaction inflammatoire. Alors qu'est-ce que la réaction inflammatoire? Vous avez une petite vidéo dont j'ai mis le lien en début de votre cours qui dure à peine 3 minutes, qui explique très bien justement les différentes étapes de la réaction inflammatoire jusqu'à la phagocytose, qu'on verra juste après dans le cours. Alors, j'ai mis ici un petit schéma qui résume un petit peu la vidéo. Donc, pour qu'il y ait réaction inflammatoire, je vous l'ai dit, la peau normalement est imperméable, elle ne laisse rien passer. Donc, pour qu'il y ait un début de réaction inflammatoire, il faut que la peau soit lésée. Donc, première étape, c'est une lésion. Donc là, c'est une piqûre avec une aiguille qui apporte ici en noir des bactéries. Ces bactéries vont se multiplier. Il y a aussi ici une hémorragie qui va attirer les plaquettes pour la coagulation. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là. C'est que, une fois que les bactéries sont présentes, les mastocytes vont sécréter, en fait, des molécules, donc, alors évidemment, la multiplication bactérienne, pardon. Les mastocytes vont ensuite sécréter des molécules qui vont provoquer la dilatation des capillaires et ensuite, certaines cellules, ici des granulocytes neutrophiles, vont sortir du capillaire par diapédèse pour rejoindre justement le tissu. Et une fois qu'il est arrivé au niveau du tissu, il va être attiré par chimiotactisme, c'est-à-dire que les bactéries vont sécréter certaines molécules qui vont être reconnues par le neutrophile. Donc une fois qu'il arrive près des bactéries, il va donc les phagocyter. Donc ça c'est l'étape 5, phagocytose. Ensuite, le macrophage va sécréter des cytokines qui va entraîner plusieurs choses. Donc entraîner surtout la sortie d'autres granulocytes neutrophiles et déclencher la réparation des tissus. Donc ces différentes étapes, on les verra avec un document plus tard, donc, qui est dans le cours. Alors justement, on va commencer par les phénomènes vasculaires et cellulaires de la réaction inflammatoire. Et là, on va regarder un petit schéma simple qui reprend un peu ce qui a été dit juste avant.
Donc ici, on a la piqûre. La piqûre va couper la barrière, va rendre la peau discontinue. Les bactéries vont pouvoir entrer dans l'organisme. Les mastocytes, qui sont vraiment des cellules sentinelles, vont sécréter des molécules qui vont provoquer la vasodilatation. Donc là, on voit le vaisseau sanguin avant. Là, on voit le vaisseau sanguin après. Donc la vasodilatation, ça veut dire l'augmentation du diamètre du vaisseau sanguin pour faire arriver plus rapidement plus de globules blancs, plus de globules rouges, plus de plaquettes. Ensuite, le plasma, lui, aura tendance à sortir et va se retrouver au niveau du tissu, ce qui va provoquer un gonflement au niveau de la peau, juste à l'endroit où il y a cette réaction inflammatoire. Et donc là, on verra que ce gonflement, cet œdème, va ensuite écraser certaines fibres nerveuses et va donc provoquer une douleur. Donc là, on commence à deviner qu'une réaction inflammatoire va se voir à l'œil nu et va se ressentir chez la personne qui, justement, l'a subie. On verra justement les 4 signes caractéristiques de cette réaction inflammatoire. Alors là, on revient dans le contexte du virus de la grippe. Donc le virus, une fois qu'il est introduit, va se multiplier. Il va donc agir, ces cellules cibles, ce sont des cellules ciliées de l'épithélium respiratoire, et il va entraîner une lésion de la barrière cutanéo-muqueuse. Donc tout à l'heure, on a vu que ce sont des cellules qui sont collées les unes aux autres, qui forment bien une barrière, mais lorsque le virus va se multiplier, cette barrière va être lésée. Donc les cellules de cette barrière vont nécroser, les virus sont introduits dans les cellules sous-jacentes, ce qui entraîne donc une réponse du système immunitaire caractérisée par une inflammation. Donc la réaction inflammatoire, c'est la première réponse chez n'importe quel individu lorsqu'il y a l'entrée d'un micro-organisme, d'un agent pathogène. Et elle se déclare, elle apparaît dans les 48 heures et se traduit par 4 signes. Donc première chose, c'est la douleur, je vous l'ai dit, quand il y a du plasma qui ressort, ce plasma qui est en excès va écraser certaines fibres nerveuses au niveau de votre peau et va provoquer la douleur. La rougeur, tout simplement, c'est parce que vos vaisseaux sanguins vont se dilater, il y aura plus de sang qui va arriver au niveau du site de l'inflammation et donc on a une rougeur qui apparaît au niveau de la peau. La chaleur, c'est dû notamment à la sécrétion de médiateurs chimiques, ici, et aussi l'apport important de sang. Et l'œdème, je le répète, il est dû, donc l'œdème c'est le gonflement, c'est l'augmentation du volume des tissus, ici en jaune clair, où c'est écrit gonflement, c'est dû uniquement à la sortie du plasma. Comme il y a plus de sang qui arrive, il y a plus de plasma et une partie va sortir du vaisseau sanguin pour rejoindre justement l'œdème et va provoquer le gonflement au niveau de cette réaction inflammatoire. Ces 4 signes sont caractéristiques d'une réaction inflammatoire. Il faut absolument les connaître et justement on va ensuite les expliquer. Donc cette action de défense est assurée par un ensemble de phénomènes vasculaires et cellulaires. Donc on va les séparer pour que vous compreniez bien l'ensemble des phénomènes. On va commencer donc en 1.3.1 par les phénomènes vasculaires. Donc vous avez le document 5 qui montre justement uniquement les phénomènes vasculaires de l'inflammation. Donc je vais faire apparaître des chiffres sur le schéma et je vais faire le rappel donc dans le cours. Première chose, en 1, il y a une lésion tissulaire. Donc là on l'a dit, c'est l'épithélium respiratoire qui est rendu discontinu. Le virus de la grippe a fait que les cellules sont nécrosées et donc le virus peut rentrer justement au niveau de la partie inférieure. En 2, la libération de molécules d'histamine par les mastocytes, qui est une catégorie de globules blancs. Donc là, les mastocytes, ils sont ici avec un noyau en forme de C, ça ressemble un peu à un monocyte, avec des gros granules violets. Et dans ces granules, il y a des histamines, et donc ces histamines sont libérées par les mastocytes parce qu'ils ont détecté la présence du virus. Donc détection du virus, libération d'histamine par les mastocytes. Je répète, ce sont vraiment des cellules sentinelles juste en dessous de l'épithélium respiratoire. Ces molécules agissent sur les vaisseaux sanguins, donc là on a des capillaires qui sont juste en dessous, en provoquant en 3 la vasodilatation locale, donc c'est-à-dire juste à l'endroit de l'inflammation, le vaisseau va donc augmenter de diamètre. Et justement, cette vasodilatation va être responsable de 2 premiers signes, qui est la rougeur, puisqu'il y a beaucoup plus de globules rouges, donc le tissu va être rouge au niveau de la peau, et la chaleur également. Si on garde le même schéma, l'histamine provoque également une augmentation de la perméabilité. Donc c'est noté ici par ces flèches jaunes en 4. Donc en 4, il y a la sortie du plasma du vaisseau sanguin vers les tissus. Donc c'est noté ici exudat,
Donc le phénomène est appelé exudation. Donc exudation, c'est la sortie du plasma du vaisseau sanguin vers le tissu. Et donc justement, cette exudation va être à l'origine du gonflement du tissu, et donc ce qu'on appelle l'œdème, qui est donc le troisième signe. Cet œdème, donc il nous reste un dernier signe, cet œdème va donc comprimer les fibres nerveuses au niveau de la peau, au niveau du tissu, et va provoquer justement l'apparition de la douleur. Donc l'inflammation de la sous-muqueuse, c'est-à-dire juste la partie en dessous de l'épithélium respiratoire, provoque une augmentation de la sécrétion de mucus, d'où la toux avec expectoration. Donc la toux, c'est le réflexe pour évacuer l'excédent de mucus, et justement les personnes vont avoir des crachats, vont vouloir éliminer donc le mucus. Donc l'objectif, c'est d'empêcher l'obstruction des voies aériennes. On va voir maintenant les phénomènes cellulaires de la réaction inflammatoire. Donc on va prendre un autre schéma ici. Donc là, on reprend la suite. Donc la vasodilatation locale diminue le flux sanguin. Donc là, ça veut dire que quand on va augmenter le diamètre, le sang va circuler un petit peu moins vite. Et donc là, on voit en 6, donc le 6 est noté à côté du phénomène de margination et diapédèse, puisque les deux sont quasiment l'un après l'autre. Donc les monocytes, donc les phagocytes présents, les monocytes présents au niveau du sang, qui ont un rôle phagocytaire, vont être attirés ici par chimiotactisme, c'est-à-dire les molécules présentes au niveau du tissu. Donc là, ils vont arriver sur le site infecté, ils vont se coller à la paroi du capillaire, c'est ce qu'on appelle la margination, donc on le voit ici très bien. Donc il arrête de circuler, il s'arrête, il se colle à la paroi du capillaire, et ensuite il va s'infiltrer entre deux cellules endothéliales. Et comme l'espace est très limité entre deux cellules endothéliales, il va devoir se déformer grâce à son cytosquelette. Il va contracter son cytosquelette et va vraiment prendre une forme très particulière. Et cette sortie du vaisseau sanguin par déformation du cytosquelette, c'est ce qu'on appelle la diapédèse. Et ensuite, il se retrouve ici sur le site de l'infection. Donc l'objectif, c'est de rejoindre les virus en 7. En 7, les monocytes sanguins se différencient en macrophages. Attention, les macrophages n'existent pas au niveau sanguin. Donc, c'est la même cellule. Quand elle est dans le sang, c'est un monocyte, mais quand le monocyte se déforme et sort du vaisseau sanguin pour se retrouver au niveau des tissus, pour justement combattre un agent pathogène, il devient un macrophage. Donc là, ce sont les granulocytes neutrophiles et grâce aux cellules dendritiques. Et donc, grâce à cette différenciation, le macrophage est capable de détruire le virus en le mangeant par le phénomène de phagocytose, qu'on verra en détail à partir d'un schéma bien complet. Donc ces phénomènes cellulaires, on voit ici donc les cellules qui interviennent. Donc là, on a les monocytes qui deviennent des macrophages au niveau tissulaire, on a les granulocytes neutrophiles et cellules dendritiques qui vont justement permettre la différenciation. Alors justement, j'en parlais. Donc là, quand le macrophage est au niveau tissulaire, il va donc phagocyter le virus, l'agent pathogène. Donc ici, vous avez une image qui a été un petit peu modifiée. On voit ici le phagocyte en bleu clair. Avec ici, on voit qu'il a lancé vers la bactérie comme des bras, en fait, qui vont englober la bactérie. Cette bactérie va ensuite être enfermée dans une petite poche ici. Et on voit ici qu'il y a des petits ronds autour. Ces petits ronds vont fusionner avec cette enveloppe, cette petite bulle. Et on voit ici qu'il n'y a plus de bactéries. La bactérie a été dégradée, digérée en petits morceaux. Et ensuite, le phagocyte va libérer ces petits morceaux de bactéries. Donc en fait, l'objectif de la phagocytose, c'est de manger un agent pathogène complet et d'en libérer des débris cellulaires. On verra ensuite à quoi peuvent servir ces débris cellulaires à la fin de la phagocytose. Alors la phagocytose, donc, on peut lui donner une définition simple, c'est la digestion des micro-organismes, ou leur dégradation, vous pouvez utiliser ce terme-là également, par différents leucocytes appelés cellules phagocytaires ou phagocytes. Donc ça peut être un terme employé si vous n'avez pas de nom précis. Alors, dans la suite de la définition, mais ce n'est pas tout à fait une définition, c'est de connaître les différentes cellules qui ont ce rôle de phagocytose. Alors les premiers, j'ai mis quelques photos, donc là c'est une photo de microscopie optique de cette cellule. On voit ici un noyau
plurilobé avec des ponts d'ADN. Donc là, on a un noyau avec un, deux, voire 4 lobes, avec un cytoplasme rose pâle, avec des tout petits granules violets, et on voit que ça fait à peu près 3-4 globules rouges. On le voit ici sur un schéma, les 4 lobes du noyau, les petites granules fines violettes. Donc la première cellule phagocytaire, c'est le granulocyte neutrophile. La seconde, ici en microscopie optique, on voit que le noyau est fait de 2 lobes, avec des granules un peu beaucoup plus gros et plutôt rose-orangé. On a ici le schéma avec le noyau bilobé et des granules rouges, orangées, voire rose foncé. C'est le granulocyte éosinophile, qui est capable également de faire la phagocytose. On a ensuite une cellule qui est assez grosse avec un noyau en fer à cheval. On le voit ici en microscopie optique. On voit ici qu'on peut avoir 4 voire 5 globules rouges avec un gros noyau ici. Et on n'a pas de granulation, ou très peu, donc peu visible au microscope ici. C'est les monocytes. Et enfin, on a les macrophages tissulaires. Donc là, on n'a pas de photo puisqu'ils sont vraiment présents qu'au niveau des tissus. Donc là, les 3 premiers étaient visibles sur un frottis sanguin. Alors le processus de phagocytose se déroule en 5 étapes. Alors il y en a 6 ici, vous verrez, puisque la 5e est rarement demandée à l'examen. Donc quand vous devez donner les 5 étapes, vous ferez donc 3, 4 et 6. Alors ce schéma, vous devez être capable de l'annoter. Alors soit sur un schéma où il y a toutes les étapes comme ici, ou alors on peut à l'examen vous donner des photos ou des schémas de la phagocytose à différents moments, de les remettre dans l'ordre et de leur donner un nom pour chaque étape et d'expliquer un petit peu ce qui se passe à chaque étape. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par la noter. Donc en haut ici, on voit qu'il y a une bactérie. Donc on va considérer que c'est une bactérie, ça peut être un virus, donc c'est un agent pathogène, donc antigène. Ensuite ici, on a des pseudopodes, c'est donc les parties qui vont englober donc l'agent pathogène pour pouvoir l'enfermer. Ensuite, on a le phagocyte, c'est le nom de cette grosse cellule. Donc là, c'est plutôt un monocyte, mais je répète, ça peut être les 4 que l'on a cités juste avant. On a ici le lysosome, cette petite poche ici en orange avec ces petits points, ce sont des enzymes lysosomales qui ont un rôle de digestion. Et justement, la bactérie a été enfermée dans une première vésicule qu'on appelle le phagosome. Et on voit que le phagosome va se coller au lysosome et les deux vont fusionner pour former une poche plus grosse et là où va commencer la digestion, ce qu'on appelle le phagolysosome. Ensuite, on voit ici en étape 4 que la bactérie a été digérée. Là, on a des petits morceaux de bactéries, on va appeler ça des débris, des fragments de l'antigène. Et au niveau de la dernière flèche, ce sont des molécules de CMH, puisque ici, c'est une cellule qui nous appartient, qui a repéré un agent pathogène et qui l'a phagocyté. L'objectif de ces molécules, c'est de présenter des petits morceaux d'antigène ici, pour ensuite alerter les autres cellules du système immunitaire. Alors, on a vu la notation, donc ça c'est à savoir déjà, et ensuite on va maintenant voir une par une les 6 étapes. Donc à l'issue de cette digestion, les cellules dendritiques et les macrophages deviennent des cellules présentatrices de l'antigène, donc des CPA, qui déclenchent l'immunité acquise. Alors justement, on va voir les 5 voire 6 étapes ici de la digestion. L'étape 1, on appelle ça l'adhésion, c'est-à-dire que l'antigène va donc se coller à la membrane du phagocyte. Donc ça se fait par une reconnaissance. Donc le phagocyte, lui, va émettre des pseudopodes, ce sont des extensions de sa membrane. Donc il va émettre, allonger sa membrane jusqu'à entourer l'agent pathogène. L'objectif, c'est vraiment de former ensuite une vésicule. Donc la première vésicule formée, c'est le phagosome. Donc la première étape, donc c'est ce qui se passe entre la première étape ici adhésion et ensuite on peut aller jusqu'à la formation donc du phagosome. L'étape 2, c'est la fusion entre le lysosome, qui contient des enzymes, et le phagosome pour former une vésicule plus grosse, le phagolysosome, qu'on a ici. Donc l'étape 2 ici, c'est ça plus ça qui donne donc cette grosse vésicule. L'étape 3, c'est plutôt cette flèche-là qui permet de passer de ça à ça. Donc justement l'étape 3, les enzymes hydrolytiques, parce que ce sont vraiment des hydrolases, ce sont des enzymes qui digèrent grâce à des molécules d'eau, parce qu'elles ont un rôle digestif. Donc les enzymes hydrolytiques lysosomales digèrent, dégradent la particule antigénique. En 3, pardon. Donc là on voit qu'elle a été digérée. En 4,
la dégradation de l'antigène aboutit à la formation de déchets. Donc là, ce sont des débris de la particule antigénique ingérée au départ. En 5, l'exocytose des débris par la fusion de la membrane du phagolysosome avec la membrane plasmique. Les déchets sont envoyés hors de la cellule. Donc là, il y a une petite modification à faire. C'est bien l'étape 6 ici. Elle est là, hein, l'exocytose. On voit que la vésicule a fusionné avec la membrane pour libérer les débris. Donc ça, c'est l'étape 6. Et l'étape 5, donc là, il faut changer aussi. C'est bien cette partie-là. Donc je répète, c'est cette partie-là qui n'est pas forcément demandée ou schématisée sur un sujet. C'est l'association de débris de l'antigène avec des molécules de CMH à la surface du macrophage. L'objectif, c'est d'exposer ces petits morceaux d'antigène et d'informer d'autres cellules immunitaires de la présence d'antigène dans l'organisme. Donc l'objectif, ici, on est toujours dans la réponse immunitaire innée, non spécifique. Là, on va déclencher la réponse immunitaire acquise. Le macrophage devient alors une CPA, si vous vous souvenez, hein, c'est une cellule présentatrice de l'antigène lorsqu'on va associer des morceaux d'antigène associés au CMH. Voilà, donc on a fini cette première vidéo sur le chapitre 7.3 qui traite de la grippe. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, de sélectionner la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos et de vous abonner à ma chaîne.